On m'a demandé à la base de commenter l'arrêt Wawrzyka, désolé, je vais sans doute pas chaque fois faire l'effort de le prononcer correctement, et d'identifier ce qu'il pouvait signifier réellement par rapport à la pandémie qu'on connaît aujourd'hui et par rapport à des débats sur l'obligation vaccinale envers le virus du SARS-CoV-2. J'ai un peu élargi au fil de ma réflexion le scope de mon intervention pour un peu d'abord retracer l'historique de l'obligation vaccinale en Belgique, parce qu'il y a déjà des obligations de vaccination en Belgique, dont parfois on extrapole ou on accentue les caractéristiques. Et puis je ferai effectivement un commentaire de l'arrêt Wawrzyka et je terminerai effectivement par essayer d'en tirer une série de leçons, de perspectives par rapport au débat qui nous occupe aujourd'hui. Je tiens à préciser avant de commencer que j'ai écouté bien évidemment avec beaucoup d'attention les auditions parlementaires qui ont eu lieu depuis la semaine dernière sur le sujet, en particulier les auditions de collègues ou de confrères juristes. Et je vais sans doute donner l'impression notamment de répéter beaucoup de choses qui ont été énoncées par le professeur Veuille en début de semaine. Donc je tiens à lui préciser spécialement, si jamais il nous écoute, que je ne l'ai pas plagié, mais que je suis par contre ravie de partager sa vision de la jurisprudence européenne. Alors pour ce qui est de la vaccination obligatoire en Belgique, le débat a en réalité commencé en 1911. Le ministre de la Santé de l'époque, M. Berrier, avait déposé un premier projet de loi qui visait à imposer la vaccination antivariolique. Les guerres ont fait que finalement l'examen de ce projet de loi a chaque fois été interrompu avant d'aboutir et qu'on a eu finalement une loi sanitaire qu'en 1945. Vu les séquelles de la guerre, finalement la loi sanitaire de 1945 ne porte pas que sur la vaccination obligatoire, elle porte de manière générale sur des mesures de prophylaxie et elle donne en réalité une délégation, une habilitation plus exactement, au pouvoir exécutif de prendre toute une série de mesures générales de prophylaxie. Ces mesures générales de prophylaxie, dont on a considéré que la vaccination faisait partie, puisque c'était de toute façon l'origine historique du projet, doivent répondre à deux conditions. Il faut être en présence d'une maladie transmissible qui présente un danger général, et il faut que cette maladie figure sur une liste dressée sur avis conforme du Conseil supérieur d'hygiène publique à l'époque, aujourd'hui le Conseil supérieur de la santé. Dès l'origine, l'objectif avait été de permettre de rendre obligatoire des vaccinations éprouvées par rapport à des maladies bien connues, des maladies graves dont l'impact sur la population était évident. Et si on va revoir les travaux parlementaires à l'époque du projet de loi Berrier, la constatation était bien celle-là, que la variole pouvait, en pic épidémique, provoquer d'importantes lésions et une mortalité significative, et que par contre la pratique de vaccination dès 1911 pouvait se réclamer, comme disent les travaux parlementaires, d'une expérience séculaire. C'était quelque chose de tout à fait pratiqué, plutôt, et pas expérimenté, depuis de très nombreuses années, depuis plusieurs décennies, et déjà en fait obligatoire dans certains pays depuis plusieurs décennies, au moment où le débat a commencé en Belgique. Et comme il a finalement duré plus de 30 ans, eh bien, le recul sur cette vaccination était évidemment encore plus important. Concrètement, cette loi sanitaire de 1945 a permis de mettre en place deux obligations vaccinales. D'abord, la vaccination obligatoire contre la variole dès 1946, qui est actuellement suspendue. Elle n'a pas été éliminée de notre arsenal juridique. Donc, tous les 10 ans, un nouvel arrêté royal est pris pour suspendre l'obligation de vaccination pour 10 ans. Alors, la dernière fois qu'on a pris cet arrêté royal de suspension, le Conseil d'État a demandé « mais est-ce que c'est quand même bien logique, ça fait 40 ans que vous suspendez ?» Et la réponse a été « on ne sait jamais ». On ne sait jamais qu'il y a un accident de laboratoire ou qu'il y ait une attaque bioterroriste qui réutilise ce vieux virus de la variole. Et alors, on sera bien content de pouvoir remettre en place le dispositif existant. Pour autant, donc, même s'il y a ce on ne sait jamais, l'obligation de vaccination antivariolique est aujourd'hui la seule expérience réussie d'éradication d'une maladie à l'échelle mondiale. Ça n'a pas été permis uniquement par la vaccination, et en tout cas par la vaccination généralisée obligatoire, indifférenciée. Il y a eu toute une stratégie qui a été coordonnée grâce à l'OMS à cet égard. Mais donc, effectivement, cette vaccination-là a fait sens à tout point de vue par rapport aux objectifs qui lui avaient été donnés à l'origine.
Une deuxième obligation de vaccination a été instaurée en Belgique en 1966, c'est la vaccination obligatoire contre la poliomyélite, qui est toujours, elle, en vigueur actuellement et qui doit donc se réaliser dans les 18 premiers mois de la vie de chaque individu, sauf contre-indication éventuelle. Dans ce cas, contrairement à ce qui a parfois été énoncé de façon un peu simpliste par différents interlocuteurs, la maladie n'est pas éradiquée à ce jour. Elle pourrait l'être, sauf si M. Copiters me reprend, elle pourrait l'être, parce qu'on n'est pas dans une hypothèse notamment de zoonose qui ne permettrait pas d'isoler l'hôte, mais la maladie existe toujours, mais elle est maîtrisée, elle est à un stade de circulation qui est tout à fait acceptable et gérable, en tout cas dans nos contrées. Alors, comme on le voit, ces deux obligations vaccinales sont les seules qui ont été mises en place depuis 1945. On n'a pas extrapolé, même si l'habilitation donc au roi n'était pas exhaustive, n'était pas fermée. L'esprit de la loi Berryer, c'était la variole, mais en 1945, on a permis un cadre souple pour pouvoir éventuellement prendre en considération d'autres maladies dont la vaccination serait réellement indispensable. Et cette vaccination a donc été expressément restreinte par nos autorités jusqu'à présent à des maladies particulièrement invalidantes, particulièrement mortelles potentiellement, et par rapport auxquelles des vaccins tout à fait éprouvés et efficaces étaient disponibles depuis déjà à chaque fois plusieurs décennies quand l'obligation a été instaurée. À côté de ces deux obligations vaccinales générales, on connaît aussi en Belgique un régime de vaccination qu'on va dire sectoriel, obligatoire. On parle alors de la vaccination antitétanique, anti-tuberculeuse et anti-hépatite B, qui sont imposées pour certains professionnels de la santé ou des travailleurs dans d'autres secteurs d'activité susceptibles d'être exposés à l'infection. Ces vaccinations sont prévues par un texte qui s'appelle le Code du bien-être au travail et je tiens toujours à insister sur cette conception. Donc, dans le Code du bien-être au travail, vous avez un chapitre sur l'exposition aux agents biologiques et donc le concept même de l'obligation vaccinale dans ces cas, c'est d'imposer à l'employeur de protéger les travailleurs. Donc c'est une obligation qui s'adresse d'abord à l'employeur de mettre à disposition un environnement de travail sûr et cet environnement de travail sûr passe notamment par la vaccination ou par la vérification de l'immunisation des travailleurs face à ces trois maladies. Donc je tiens simplement à le préciser parce qu'on a beaucoup entendu des discours, notamment par rapport à la vaccination des soignants, du style « ils ont l'habitude de devoir se vacciner pour protéger leurs patients ». Non, ce n'est pas ce qu'on leur a demandé jusqu'à présent, en tout cas en droit, par rapport aux obligations vaccinales qui s'appliquent spécifiquement à eux. Il faut aussi préciser que dans ce régime de vaccination obligatoire sectorielle, il est expressément prévu par le Code du bien-être au travail qu'avant chaque injection, il doit y avoir un interrogatoire et un examen clinique du salarié pour vérifier ses antécédents médicaux, ses éventuelles contre-indications temporaires ou définitives. Et pour l'hépatite B, le texte précise même expressément qu'il faut aussi vérifier la présence éventuelle d'anticorps qui dispenseraient en fait de l'utilité d'une vaccination. Je ne vais pas faire de point particulier ici sur les vaccinations qui peuvent être établies par les autres niveaux de pouvoir, pas en tant qu'obligation en tant que telle, mais plutôt comme condition d'accès à un service. C'est comme ça que le Conseil d'État le qualifie également dans ses arrêts ou dans ses avis. Donc, par exemple, en communauté française, toute une série de vaccinations infantiles sont nécessaires pour avoir accès aux crèches, mais ce ne sont donc pas des vaccinations obligatoires, c'est la condition d'accès aux services de crèche organisés ou subventionnés par la communauté française. Pour le surplus, si on devait aujourd'hui se demander qui peut en Belgique imposer une nouvelle obligation générale de vaccination ou une obligation sectorielle, eh bien ce serait toujours le législateur fédéral en vertu des compétences qui lui sont réservées au gré des réformes institutionnelles en matière de prophylaxie. Ce serait par ailleurs expressément le législateur et sans doute avec un degré d'exigence de légalité plus important qu'en 1945, c'est-à-dire qu'il paraît plus difficile d'imaginer une simple loi d'habilitation qui permettrait au gouvernement de choisir les vaccinations obligatoires, même sur base de critères éventuellement esquissés dans la législation.
Pourquoi ? Parce que par rapport à 1945, la différence, c'est les instruments internationaux de protection des droits humains et l'interprétation qui est donnée aussi à notre propre Constitution, qui prévoit, par rapport à l'ingérence au droit à la vie privée, qui va être au cœur du débat par rapport à une imposition de vaccination. Donc l'article 22 de notre Constitution prévoit que toute exception apportée à cette liberté doit l'être par une loi, et une loi en Belgique, ça veut dire un acte pris par le pouvoir législatif. Alors j'en viens maintenant donc à l'analyse proprement dite de l'arrêt Wawrzycka du 8 avril 2021. À nouveau ici, on a vu beaucoup de commentaires de presse, mais aussi parfois de juristes, un peu simplistes ou trop résumés, énonçant à grand renfort par ailleurs médiatique que l'arrêt Wawrzycka consacrerait la nécessité dans une société démocratique de la vaccination obligatoire, en quelque sorte donc quelle qu'elle soit, et quel que soit l'agent infectieux auquel il s'agit de répondre, que l'arrêt Wawrzycka consacrerait le principe de la solidarité sociale, ou d'autres énoncés très catégoriques et péremptoires qu'on a pu voir un peu partout. Donc, je pense au contraire qu'il faut vraiment analyser, comme l'a fait donc à nouveau le professeur Veuille lundi, en détail cet arrêt et bien en cerner et en circonscrire la portée. L'arrêt Wawrzycka a été prononcé dans une affaire qui concernait la République tchèque, parce que la République tchèque, contrairement à la Belgique d'ailleurs, et plutôt comme la France, impose les vaccinations infantiles, ce que la Cour a elle-même qualifié de vaccination de routine par rapport à donc toute une série de maladies infantiles bien connues et envers lesquelles les vaccinations utilisées sont également éprouvées de longue date, ce que la Cour a elle-même expressément précisé. Donc en fait, la Tchéquie oblige tous ses citoyens à soumettre leurs enfants à la vaccination, a priori avant l'âge d'entrée à l'école maternelle. Et en cas de non-respect de cette obligation de vaccination, il y a d'une part des amendes administratives qui peuvent être appliquées, qui vont être appliquées alors aux parents, dont le montant, même le plus élevé, et il n'avait même pas été appliqué ici dans l'échelle de peine aux requérants, le montant le plus élevé est de 400 € par infraction à l'obligation de vaccination. Et c'est, si je peux me permettre l'expression, une amende one-shot. Donc il ne s'agit pas de la repayer tous les mois si on persiste dans son refus de vaccination. Elle est payée, le sujet est clos. L'autre contrainte, l'autre sanction de la non-vaccination, c'est l'impossibilité d'inscrire un enfant à l'école maternelle, mais uniquement à l'école maternelle. Donc l'enfant peut ensuite prendre le train de la scolarité au moment de l'âge de l'obligation scolaire, donc au niveau de l'école primaire. Alors, l'appréciation de la Cour est concentrée sur différents aspects. Donc après avoir elle-même rappelé, ce qui est assez rare, que la seule question qui lui était posée, c'était de se prononcer sur la proportionnalité d'une obligation de vaccination face à des maladies infectieuses bien connues et avec des vaccins bien éprouvés, la Cour a rappelé que dans ces matières, a priori, la vaccination obligatoire a toujours été considérée par elle comme une ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée. Donc c'est, dit-elle, une intervention médicale non volontaire qui donc porte atteinte au droit à la vie privée, qui comporte notamment le droit de disposer de son intégrité physique, mais aussi, nous le dit la Cour, parce que c'est important par rapport à cet aspect de privation de l'accès à l'école maternelle des enfants non vaccinés, le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Donc elle va examiner l'impact de l'obligation de vaccination, aussi bien pour le parent qui veut pouvoir décider des traitements médicaux qui sont appliqués ou non à son enfant, que de l'enfant lui-même qui, au-delà de cette protection de sa santé, doit pouvoir ou non avoir accès à la socialisation, notamment via l'école maternelle. Alors, ce qui est inédit dans l'arrêt Wawrzycka, c'est que la Cour avait déjà dit que la vaccination obligatoire était une intervention médicale non volontaire constitutive d'une ingérence dans l'exercice au droit au respect de la vie privée, mais dans des contextes où la vaccination pouvait être littéralement imposée aux individus, donc où la vaccination pouvait avoir lieu, entre guillemets, de force. En République tchèque, ce n'est pas possible. La loi ne permet pas d'imposer physiquement la vaccination, et c'est pour ça qu'à l'inverse, elle est assortie d'une sanction d'amende. Mais la Cour dit que même dans ce cas,
parce qu'il y a des sanctions en cas de non-vaccination, il reste une ingérence dans la vie privée, puisque le refus de vaccination n'est pas sans conséquences et a au contraire, en particulier pour les enfants, des conséquences directes sur leur développement personnel. Puisqu'il y a ingérence au droit à la vie privée, la Cour va devoir réaliser un triple test par rapport à cette obligation de vaccination. Elle va devoir vérifier qu'elle est bien prévue par la loi, au sens cette fois-ci de la Convention européenne des droits de l'homme, donc il faut un texte juridique suffisamment clair et précis, qu'elle poursuit un but légitime, et puis qu'elle est nécessaire et proportionnée par rapport à ce but. Pour la légalité, la question a été vite réglée puisqu'il y a une loi qui prévoit expressément les obligations de vaccination en République tchèque. Et donc, il n'y avait pas de doute à cet égard sur la portée de l'obligation et sa compréhension par les citoyens qui en sont les destinataires. Pour ce qui est du but légitime, dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'homme constate qu'il s'agit ici de poursuivre la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé, tant pour les personnes vaccinées que pour les personnes ne pouvant pas se faire vacciner et se trouvant de ce fait dans une situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que les vaccinations visées en l'espèce empêchent effectivement la transmission de la maladie. Et donc, tout le raisonnement de la Cour repose sur le fait qu'il s'agit de protéger l'enfant lui-même pour qu'il ne tombe pas malade du fait de sa participation à la vie en société, mais protège aussi les enfants qui, comme lui, ont tout autant le droit d'aller à la crèche et puis à l'école maternelle, alors qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons qui leur sont propres en termes de contre-indications par rapport à la vaccination. Il y a dans le paquet des vaccinations infantiles concernées, il y a le tétanos, où bien évidemment le critère de transmissibilité n'est pas pertinent, mais là la Cour considère que l'obligation est aussi potentiellement pertinente parce que justement on est à un âge où les enfants sont les plus potentiellement exposés à cette infection s'ils ne sont pas vaccinés. On en arrive alors à l'examen de la proportionnalité à proprement dit de la mesure. Elle est prévue par la loi, elle poursuit un but légitime qui peut être clairement identifié eu égard aux maladies et aux outils qui sont utilisés, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que la vaccination peut effectivement empêcher la transmission que nécessairement l'imposer est une mesure proportionnée. Donc la Cour rappelle qu'une ingérence à un droit fondamental ne va être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime qu'elle a pu identifier, que si elle répond à un besoin social impérieux, si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier paraissent pertinents et suffisants, et que l'ingérence peut être considérée comme proportionnée au but poursuivi. Elle considère, et elle le rappelle, et ça a été renforcé encore par l'adoption du protocole numéro 15 à la Convention européenne des droits de l'homme depuis lors, que les États disposent d'une large marge d'appréciation dans ces domaines, et en particulier dans les questions relativement sensibles comme la santé publique. Donc elle le rappelle également qu'elle n'est pas là pour poser une appréciation d'opportunité à la place des États, en quelque sorte, par rapport à cette obligation de vaccination. Elle est là essentiellement pour utiliser des termes que moi, administrativiste, j'utilise au quotidien, vérifier qu'il n'y a pas eu une erreur manifeste d'appréciation, en quelque sorte, dans l'imposition de cette obligation. Elle considère ici que la marge d'appréciation est assez large parce qu'il existe, elle le dit, un consensus général fermement soutenu par les organismes internationaux spécialisés, revenant à considérer que la vaccination est l'une des interventions médicales qui présente le plus d'efficacité et le rapport coût-efficacité le plus favorable, et que chaque État doit s'employer à atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible parmi sa population. Donc elle constate, sur base aussi de toutes les interventions qu'il y a eu à la cause, donc de différents États qui ont abondé dans le même sens, en apportant chacun des études et des expertises dans le même sens, et sur base également des recommandations générales de l'OMS par rapport au plan de vaccination, que ce consensus existe, consensus scientifique et politique en quelque sorte, sur l'utilité et l'efficacité de la vaccination. Par contre, à nouveau, on n'a toujours pas passé le cap de considérer que la réponse est alors nécessairement ou inévitablement une vaccination obligatoire. La Cour précise que ce consensus étant posé, les États ont à leur disposition un éventail très large de politiques de vaccination qui peuvent aller de la simple recommandation à des modèles de conditionnement d'accès à certains services et jusqu'à l'obligation vaccinale qui est donc ce qu'elle appelle la voie la plus prescriptive par rapport aux différentes manières d'atteindre le but légitime
de maximiser la couverture vaccinale contre des maladies graves et dont la transmission peut être stoppée par le vaccin. Alors on a aussi beaucoup dit, je vous le disais en introduction de l'analyse de l'arrêt, que l'arrêt Wawrzycka consacrait un principe de solidarité sociale, que la vaccination c'était de la solidarité sociale. L'arrêt ne dit pas tout à fait cela. Ce que l'arrêt dit, c'est que la question de la vaccination obligatoire est très sensible sur le plan moral et éthique et qu'elle ne peut pas se limiter à prendre en compte le point de vue des personnes hostiles à l'obligation vaccinale, mais qu'elle doit être également considérée sous l'angle de l'importance que revêt la solidarité sociale, l'objet de l'obligation en cause étant de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des personnes particulièrement vulnérables, pour lesquelles le reste de la population est invité à prendre un risque minime en se faisant vacciner. Donc d'une part, la solidarité sociale n'est pas identifiée comme une fin en soi ou comme un objectif en soi, c'est un moyen d'atteindre le but légitime qui a été identifié précédemment, et ce moyen peut être mobilisé parce qu'on demande à celui qui doit se montrer solidaire de prendre un risque minime pour sa santé. Plus loin dans l'arrêt, la Cour le répète encore en parlant de cette fois-ci d'un risque lointain pour la santé de celui qui se fait vacciner. Et donc ce n'est pas une solidarité abstraite, c'est pas je me jette du pont parce qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, alors que si moi je me jette, je meurs et l'autre ne meurt pas. Pour l'identification du besoin social impérieux, la Cour relève à ce niveau-là effectivement ce qu'on a déjà évoqué par ailleurs, qui est l'obligation positive des États d'assurer le droit à la santé de tous. Mais à nouveau, l'obligation positive en tant que telle ne permet pas de démontrer que la vaccination obligatoire est la seule voie pour que les États accomplissent leurs devoirs, s'acquittent de leurs responsabilités à cet égard. Comme on est en matière de vaccination infantile, la Cour fait évidemment un détour, entre guillemets, par la prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants. Donc, elle identifie ici clairement la nécessité que la vaccination soit prise en considération eu égard à leur intérêt primordial. Et elle considère qu'ici c'est le cas parce que le but premier de la vaccination est de les protéger eux. Et elle identifie à cet égard d'ailleurs, elle évoque le concept d'immunité de groupe, mais après avoir pris cette précaution oratoire. Donc personnellement, et j'ai cru lire la même chose dans l'analyse de l'arrêt d'Anne-Stéphanie Rançon notamment, j'identifie l'immunité de groupe pour la Cour comme l'immunité du groupe des personnes à risque, des personnes vulnérables aux maladies par rapport auxquelles on veut les vacciner. C'est pas le concept du professeur Copiters, c'est le concept de la Cour, c'est une immunité de groupe. Elle n'aurait pas forcément eu le même raisonnement par rapport à une autre vaccination. Elle a ce raisonnement-ci ici parce qu'elle doit passer la vaccination obligatoire des enfants par le prisme de l'intérêt primordial des enfants. Donc il faut que le groupe des enfants soit au centre de l'obligation vaccinale en termes de but légitime et d'intérêt à protéger. On arrive enfin donc à l'analyse de la proportionnalité à proprement parler de la mesure, et la Cour va identifier une série de critères dont nous sommes désormais plusieurs officiellement, grâce aux auditions au Parlement, à considérer qu'ils sont cumulatifs, ou en tout cas qu'ils doivent constituer un faisceau d'indices concordants pour considérer que la vaccination, l'obligation de vaccination est effectivement proportionnée. Elle constate d'abord, elle rappelle encore une fois qu'on a affaire à 10 maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique, que l'obligation n'est pas absolue puisqu'on peut obtenir une dispense en cas de contre-indication, en cas d'attestation d'immunité et même en cas d'objection de conscience séculière qui est prévue pas par la loi tchèque mais par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle tchèque. Elle rappelle à nouveau que donc l'État tchèque n'impose pas la vaccination par la force, donc qu'il n'y aura pas de possibilité que l'acte médical soit posé contre la volonté de son destinataire, que les sanctions, on l'a déjà dit, sont one-shot, donc et relativement modérées dans leur montant, et qu'il s'agit d'une simple amende administrative, ce n'est même pas une amende pénale, donc ça ne sera même pas sur le casier judiciaire des intéressés, c'est aussi important à relever. Que l'ingérence vis-à-vis des enfants qui les privent d'école maternelle, de son point de vue, est plus préventive que punitive. Il s'agit d'abord de les protéger plutôt que de les punir pour le choix de leurs parents.
que les citoyens disposent de voies de recours et de garanties procédurales pour faire valoir leur contestation. Tous les requérants, effectivement, dans cette affaire avaient eu accès déjà à plusieurs juridictions et avaient pu faire examiner leur contestation de la vaccination à différents niveaux au sein de l'État tchèque avant de devoir se tourner vers la CEDH. Elle relève ensuite l'innocuité, le sujet de l'innocuité des vaccins, en indiquant que, tout d'abord, le régime national tchèque laisse un choix, une certaine latitude par rapport au vaccin. La seule différence par rapport au choix du patient, c'est que le vaccin proposé par l'État est gratuit. Si le citoyen veut choisir un autre vaccin, il devra payer la différence de prix, mais les autres vaccins sont également disponibles et sont reconnus comme permettant d'accomplir son obligation vaccinale. Elle relève qu'il y a également un contrôle des effets secondaires très poussé au niveau de la Tchéquie, très bien organisé, et que le gouvernement a pu lui donner des chiffres très précis sur les effets graves de la vaccination, qui sont par ailleurs vraiment tout à fait rarissimes à l'échelle des vaccinations infantiles pratiquées en l'espèce. Que les vaccins sont homologués par l'Agence nationale tchèque et que, en fait, la pharmacovigilance continue. Donc, alors même qu'on a affaire à des vaccinations éprouvées et bien connues dans le temps, il y a toujours une obligation pour tous les praticiens de signaler tout effet secondaire grave ou non prévisible dont ils suspecteraient un lien éventuel avec la vaccination. En matière de responsabilité et de réparation, la Cour n'est pas allée très loin dans cette affaire parce qu'elle a constaté qu'aucun des requérants ne prétendait qu'il ne s'était pas fait vacciner ou qu'il n'avait pas fait vacciner ses enfants parce qu'il n'aurait pas eu l'accès à un dédommagement s'il y avait eu des effets secondaires. En Tchéquie, en fait, le régime a évolué avec le temps, donc il y avait un régime de responsabilité objective, puis plus, puis à nouveau, mais postérieurement aux faits ayant donné lieu au contentieux dont la Cour était saisie. Mais elle rappelle que dans l'absolu, entre guillemets, et pour tenter qu'elle puisse prendre des décisions dans l'absolu, la possibilité d'obtenir réparation en cas d'atteinte à la santé présente de fait un intérêt pour l'évaluation globale d'un régime de vaccination obligatoire. Et enfin, pour l'exclusion du milieu scolaire de l'enfant non vacciné, la Cour admet que c'est une ingérence par rapport à ces enfants dans leur capacité de développer leur personnalité et leurs aptitudes relationnelles, mais qu'en l'espèce, cette ingérence, elle est due au choix des parents qui ne pouvaient faire valoir aucune des exemptions à la vaccination qui étaient prévues par la loi tchèque. Ils n'avaient invoqué ni contre-indication, ni immunité préacquise, ni même de façon en tout cas crédible et sérieuse une objection de conscience véritable. On le voit donc bien qu'on est loin d'une validation abstraite, générale, de toute et n'importe quelle forme d'obligation vaccinale au nom d'un objectif d'immunité collective à l'échelle de la population entière, c'était de toute façon hors de propos ici, et qui justifierait de manière absolue l'existence d'une nécessité ou d'une proportionnalité de principe en la matière. On a essayé de transposer les enseignements de l'arrêt Wawrzycka à ce qu'on connaît de l'épidémie de Covid aujourd'hui. Il faut se dire d'emblée que toute tentative de transposition doit se faire avec énormément de prudence parce que les arrêts de la Cour ne sont pas des arrêts de principe, ce sont des arrêts rendus en l'espèce, in concreto. La Cour elle-même a pris suffisamment de précautions oratoires dans cet arrêt précisément pour bien rappeler le cadre de son intervention. Et bien évidemment, on va pouvoir souligner d'emblée, et même l'OMS le fait dans ses recommandations par rapport à l'examen d'une possibilité d'obligation vaccinale anti-Covid, les vaccinations contre les maladies infantiles n'ont rien de comparable avec la vaccination anti-Covid. Donc, on est dans un contexte foncièrement différent, mais l'intérêt de l'arrêt de la Cour, c'est d'avoir énoncer toute une série de balises importantes par rapport à ce triple test de légalité, légitimité, proportionnalité, qui, elles, en tant que balises, peuvent être utilisées et peuvent être testées sur une hypothèse de vaccination obligatoire anti-Covid. Alors pour ce qui est du but légitime, le professeur Kopiters l'a déjà en quelque sorte esquissé. On n'aura jamais un objectif légitime comparable à celui de l'affaire Wawrzycka, puisque les vaccins, en tout cas actuellement disponibles, n'empêchent pas la transmission. Donc un objectif de stopper la transmission par la vaccination obligatoire ne pourra pas être retenu ici comme objectif légitime. Quels sont les autres objectifs légitimes qu'on pourrait alors rechercher, mais donc sur lesquels la Cour ne s'est pas prononcée ?
Forcément, dès qu'on va chercher un autre objectif légitime, on va rouvrir le débat, que la Cour n'a pas eu à faire, sur la manière la plus appropriée ou la moins invasive d'atteindre ce but. J'ai été à ce niveau un peu surprise, notamment par l'avis écrit qu'UNIA avait rendu sur la vaccination obligatoire du personnel soignant, puisqu'UNIA avait notamment évoqué l'hypothèse qu'en réalité, vu que le but légitime ce serait essentiellement d'éviter la saturation ou la paralysie des soins de santé, elle devrait être limitée dans le temps. J'ai été rassurée d'entendre les représentants d'UNIA à la Chambre rappeler ou se rendre compte que la vaccination est un acte irréversible. Et donc une obligation de vaccination limitée dans le temps me laisse assez perplexe en termes déjà de but légitime de la mesure et de proportionnalité. Si on commence d'emblée à dire qu'on a besoin de la vaccination obligatoire seulement pour 6 mois ou seulement pour un hiver, il y a a priori assez nécessairement autre chose à faire, voire mieux à faire que d'imposer la vaccination. À ce niveau-là, par contre, un avis dont on a très peu parlé, c'est l'avis de la Commission des droits du patient, rattachée au SPF Santé publique, qui, elle, énonce très clairement que la vaccination obligatoire est une mesure qui doit s'envisager à long terme et qui implique, pour être mise en place, une forme de certitude et de stabilité qui ne sont pas nécessairement présentes dans notre contexte actuel. Et la solidarité sociale. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais être assez courte maintenant. Ce n'est pas un objectif ou une fin en soi, c'est un moyen, et un moyen qui peut être invoqué si le risque est minime. Je ne dis pas que ce risque est particulièrement important aujourd'hui, je dis juste qu'on ne le connaît pas. On a affaire à des données sur la vaccination encore en cours de collecte, encore en cours d'analyse. Et donc, on ne peut simplement pas dire aux gens « votre risque est minime, soyez solidaires » parce que le contexte ne s'y prête pas. Autre but alors, autre forme de solidarité, on a dit que l'arrêt Wawrzycka était finalement la consécration du fait que les droits impliquaient des devoirs. Alors c'est plutôt l'avis, l'opinion divergente et dissidente et convergente à la fois du juge Lemens qui dit cela. Mais donc est-ce que je dois me faire vacciner pour laisser ma place aux autres ou pour ne pas encombrer les hôpitaux par ma maladie ? On arrive alors à une question de conflit de droits fondamentaux, du droit à la vie privée versus le droit à la santé en tant qu'obligation positive de l'État. Je l'ai déjà dit également, le simple fait que l'État ait une obligation positive d'assurer l'accès aux soins de santé ne légitime pas comme tel l'imposition de la vaccination. Il peut y avoir mieux ou d'autres choses à faire. À nouveau, nécessairement aussi, il doit y avoir un test en termes de plus-value, un test qualitatif que j'ai eu plaisir à entendre dans l'exposé du professeur Kopiters aussi, par rapport à l'objectif qui serait poursuivi. Alors j'ai aussi lu sous la plume du professeur De Greef que l'obligation positive du droit à la santé pourrait finalement être mise au service du droit d'aller et venir, de la restitution aux citoyens de son droit de circuler librement. Je crois là qu'on entre carrément dans une inversion de paradigme. Le professeur Torfs l'a rappelé hier, le principe est la liberté et la restriction est l'exception. On ne peut pas commencer à dire aux gens « on va vous échanger une restriction à votre liberté d'aller et venir contre une restriction à votre droit à la vie privée ». D'autant plus à nouveau que la restriction à la liberté d'aller et venir, elle est a priori réversible. La restriction à l'intégrité physique par la vaccination, elle est irréversible. Donc je m'en tiendrai plutôt à la conception des choses retenue par la section législation du Conseil d'État. On est dans une balance de droits fondamentaux et il faut assumer cette balance de droits fondamentaux plutôt que d'essayer de construire un raisonnement où l'ingérence dans un droit serait au service d'un autre droit, parce que ça me semble un raisonnement artificiel et par ailleurs assez dangereux. Alors donc en termes de nécessité, je ne reviendrai pas sur la marge d'appréciation, elle est nécessairement différente ici parce qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique. Donc les considérations de l'arrêt Wawrzycka sur l'existence de ce consensus qui du coup laisserait champ relativement libre aux États pour piocher dans l'éventail des mesures disponibles n'existent déjà pas de la même manière. À ce niveau-là, je suis d'ailleurs assez sensible à l'opinion dissidente que le juge Wojciech a jointe à l'arrêt, où il regrettait qu'il n'avait été soumis à la Cour aucun élément propre à montrer que les États ayant mis en place l'obligation vaccinale obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé publique que les États qui n'ont pas instauré cette obligation. Alors sans doute que le débat n'était pas nécessaire pour Wawrzycka, mais je pense qu'il serait effectivement crucial ici.
Si on en vient enfin, je vais essayer d'accélérer, au test de la proportionnalité de Wawrzycka appliqué au Covid, il me semble qu'intuitivement, ce test ne serait à ce stade, en tout cas, pas rempli en l'espèce. D'abord, un des critères fondamentaux de ce test de proportionnalité, c'est la prise en compte de l'aptitude à la vaccination de la personne et les hypothèses de dispense de vaccination en cas de contre-indication d'immunité acquise. L'existence d'un contrôle préalable systématique des éventuelles contre-indications, jusqu'à présent en tout cas, on ne nous l'a pas proposé dans la vaccination de masse anti-Covid qui a été organisée, où la plupart des gens n'ont même jamais vu aucun médecin pendant ce processus vaccinal. Pour ce qui est de l'exhaustivité du contrôle, il est par ailleurs encore impossible puisque les données sont toujours en cours de collecte et que certaines études n'ont pas encore été menées. Et j'ai été plutôt très inquiète de lire que dans l'avant-projet de loi sur la vaccination des soignants, on limitait la constatation des contre-indications à l'allergologie. J'ai vite fait, j'avais pas le numéro du professeur Kopiters, donc j'ai vite fait un Google et j'ai constaté que pour certaines vaccinations existantes, il y a des contre-indications autres que les allergies qui sont déjà reconnues. Donc pourquoi se limiter aux allergies? Surtout qu'on ne le sait pas. On ne sait pas encore. Donc pourquoi décider d'emblée qu'il n'y a que des allergologues qui pourront délivrer des certificats de contre-indication? On ne parle par ailleurs nulle part de l'immunité acquise et évidemment pas de l'objection de conscience dans ce débat et dans ce processus pour le moment. L'impossibilité d'administrer par la force le vaccin, j'ose espérer qu'on n'y penserait pas. Maintenant, cette administration par la force, pour moi, peut être indirecte si l'ampleur, si la lourdeur des sanctions est telle que les gens n'ont finalement pas vraiment le choix de refuser la vaccination. Pour ce qui est des vaccins estimés sûrs et efficaces par la communauté scientifique, je m'en remettrai à ce qui a déjà été dit jusqu'à présent. On va dire simplement qu'on n'y est pas encore et laisser donc la question ouverte, mais nécessairement alors pour plus tard, dans un contexte où pourtant on nous dit qu'épidémiologiquement, c'est sans doute trop tard. Pour le caractère modéré des sanctions, bien, le modèle de la vaccination anti-polio y répondrait. On a une peine d'amende essentiellement qui n'est même pas systématiquement appliquée et on a une sanction indirecte via la condition d'accès aux services de crèche et c'est tout. Et ça ne poursuit pas l'individu pendant toute sa vie sociale. Pour la vaccination anti-Covid, on a vu des États prévoir des amendes répétitives, donc qui posent déjà un tout autre problème de proportionnalité. Et on a vu aussi l'hypothèse de combiner l'obligation de vaccination à un pass vaccinal. Forcément, là, on ne va pas simplement priver les citoyens d'un service, mais d'une panoplie de services, d'une part plus ou moins importante de leur vie sociale. Et donc, il me semble que le test de proportionnalité est foncièrement modifié par de telles hypothèses et qu'on ne pourrait certainement pas se réclamer de Wawrzycka pour justifier du choix de telles méthodes. Pour l'innocuité des vaccins, elle est en cours. La pharmacovigilance, en plus en Belgique, je pense, est relativement passive et donc présente un risque de sous-performance. En Australie, il faut savoir que tous les Australiens ont reçu un SMS après s'être fait vacciner pour être invités proactivement à déclarer leurs effets secondaires. En Belgique, il faut se battre pour trouver le formulaire sur le site de la FMPS. Il y a encore trois aspects. Il y a l'aspect choix du vaccin. Le professeur Kopiters l'a annoncé, des vaccins à technologie plus classique arrivent et donc ce choix devrait en tout cas être garanti. Et quand on voit que déjà la Belgique a du mal à commander les antiviraux et à commander une quantité tellement infime de vaccins Novavax, on peut s'interroger sur sa volonté de réellement offrir un choix en termes de vaccination à l'avenir. En termes de responsabilité, il y a, pour terminer, un petit point de procédure qui, me semble-t-il, ne devrait pas être négligé si le débat devait aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui en Belgique, les obligations de vaccination sont toutes prévues par des textes réglementaires, donc par des actes de l'exécutif, qui donnent du coup accès aux mécanismes de responsabilité objective, sans faute, auprès du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État ne peut pas se saisir d'un contentieux de responsabilité objective provoqué par un acte du législateur. Donc si demain la vaccination obligatoire est prévue par la loi, on n'a pas accès au Conseil d'État. Alors on nous dira « oui, mais ça c'est un point technique qu'on réglera plus tard ». C'est ce qu'on nous a dit au moment de l'adoption de la loi pandémie et on attend toujours les recours effectifs
ad hoc applicable en cas de mise en œuvre de la loi pandémie. Donc je crois qu'il faudra nécessairement être beaucoup plus vigilant à ce niveau-là si le débat devait déboucher sur un texte pour la vaccination obligatoire. Je vais laisser le principe de précaution aux éthiciens et conclure avec les recommandations de l'OMS qui insiste très fort, sachant que ce n'est pas du tout sa mesure préférée, la vaccination obligatoire en la matière, sur la nécessité d'assurer la confiance du public, un débat éthique et le plus 360 degrés possible, le plus large possible par rapport à la vaccination, et de vérifier vraiment au cas par cas, en fonction de toutes les données épidémiologiques mais aussi sociétales de chaque pays, si cette obligation de vaccination peut faire sens et peut être considérée comme proportionnée. Merci pour votre attention.